Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 19h. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 23 février. Il y a eu Conseil des ministres ce dimanche sous la présidence du président de la République, une réunion consacrée à des exposés portant notamment sur l'état d'avancement de la feuille de route visant à réduire les délais d'attente des navires en rade et de traitement des marchandises à l'importation. La sécurité hydrique, une priorité pour l'État. On revient dans ce journal sur l'usine de dessalement d'eau de mer Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza, inaugurée par le président de la République après le lancement de l'usine de dessalement d'Oran de Cap-Blanc. Cérémonie d'installation officielle du général-major Zoubir Rouila dans ses fonctions de commandant des forces aériennes. Une cérémonie présidée par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. On revient dans ce journal sur l'hommage rendu par la fondation tunisienne Temimi pour la recherche scientifique à Ahmed Talib Brahimi, une figure marquante de la scène politique nationale. Entrée de formation professionnelle pour la deuxième session 2025. Ce dimanche, on s'intéresse à l'une des formations les plus demandées, la formation cybersécurité, développement web et téléphonie. Reportage dans cette édition. Et nous célébrons ce dimanche la journée nationale de la Kasbah, une journée placée sous le thème La Kasbah, berceau des civilisations et carrefour des arts. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route visant à réduire les délais d'attente des navires en rade et des traitements des marchandises à l'importation. Il a été également question du suivi du programme de généralisation du réseau de fibre optique et l'évolution de la consommation intérieure de gaz et de produits pétroliers. Et je disais donc à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route visant à réduire les délais d'attente des navires en rade et de traitement des marchandises à l'importation. Il a été également question du suivi du programme de généralisation du réseau de fibre optique et l'évolution de la consommation intérieure de gaz et de produits pétroliers. Nous en parlions déjà dans nos précédentes éditions. L'Algérie fait de la sécurité hydrique une priorité avec l'inauguration de plusieurs infrastructures. D'abord, le lancement de l'usine de dessalement d'Oran de Cap-Blanc par le président de la République qui a également inauguré l'usine de dessalement d'eau de mer Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza. Des réalisations d'envergure qui permettent de répondre aux besoins des citoyens en eau potable, nous dit Yasmine Messoudi dans ce papier. C'est la deuxième station de dessalement d'eau de mer inaugurée par le président de la République en l'espace de quelques jours, après celle d'Oran, entrée officiellement en service jeudi dernier. Et ce, en vue de concrétiser son engagement à approvisionner les citoyens en eau potable à partir de cette station avant le mois de Ramadan. Le président de la République a suivi deux présentations techniques sur la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2, présentée par le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, qui a donné les détails de cette réalisation et les différentes étapes d'achèvement du projet. Cette usine, d'une capacité de production de 300 000 m3 d'eau potable par jour, s'inscrit dans le cadre du programme national approuvé par le président de la République pour la construction de 5 grandes usines de dessalement d'eau de mer à travers plusieurs wilayas du littoral. Ces projets, réalisés grâce à des compétences nationales et des technologies modernes, vont renforcer et sécuriser l'approvisionnement en eau potable pour les citoyens. كل من قاموا بهذا المشروع وكل من شاركوا في هذا الإنجاز
الضخم، إنجاز الجزائر المنتصرة بالأخص من عمال ومهندسين ومسيرين بصفة عامة. كما أشكر القطاعين، قطاع الطاقة وقطاع الري وسوناتراك بالطبع، يعني على هذا الإنجاز الضخم هذا. الحمد لله وين وصلنا. كما قلتها سابقا، في كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم أنا نقترب شيئا فشيئا من ولوج إلى ساحة الدول الناشئة بفضل الرجال والنساء اللي قائمين برفع التحديات في كل قطاعات. Le président de la République a affirmé que cette usine de dessalement d'eau de mer a été réalisée selon des normes techniques élevées qui contribueront à fournir de l'eau potable aux citoyens sans pour autant compromettre les ressources en eau pour l'agriculture. 300,000 متر مكعب يوميا، يعني 300 مليون لتر يوميا بربح أراضي في البحر. يعني ما فيش الا التقنيه نتاع التحليه، في كذلك تقنيات اخرى. ما دام المساحه كانت ضيقه وباش ما نمسش المساحات الفلاحيه اضطروا باش يربحوا مساحات في البحر، وهذا يعني يشير الى احترام اولا الاراضي الفلاحيه، احترام الاراضي الخصبه، وفي نفس الوقت تلبيه حاجيات المواطن. Le président de la République a souligné que la décision de dessaler l'eau de mer il y a de cela 3 ans était une bonne décision et que l'Algérie a fait de grands progrès pour satisfaire une grande partie des besoins en eau potable des citoyens. نكمل هذه السلسلة، نكون وصلنا إلى تلبية جزء كبير من حاجيات تاع المياه الصالحة للشرب، حاجيات المواطن. الحمد لله أن وفقنا الله أن وصلنا، بدينا منذ 3 سنوات في التفكير في تحلية مياه البحر، وهو حل صائب إن شاء الله. وبالنسبة للمناطق الأخرى كذلك نسيب لها حلول حتى إن شاء الله ما يعرفش الجزائري ولا الجزائري ما يعرفوش العطش إن شاء الله. Le président de la République a par la suite salué les travailleurs qui ont contribué à la réalisation de cet édifice monumental. Il s'agit là d'acquis importants pour le leadership de l'Algérie dans le domaine du dessalement d'eau de mer, grâce à une vision prospective intégrée pour atteindre l'indépendance, la souveraineté et la sécurité durable de l'eau. À la fin de sa visite, le président de la République a échangé avec les travailleurs et techniciens de la station avant de poser pour une photo souvenir en leur compagnie afin d'immortaliser ce moment historique. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation officielle du général-major Zoubir Rouila dans ses fonctions de commandant des forces aériennes en remplacement du général-major Mohamed Laraba. Les détails avec Rina Lerari. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a observé à l'entrée du siège du commandement des forces aériennes un moment de recueillement à la mémoire du shahid Amirouch Eid Hamouda, commandant de la Wilaya 3 historique, dont le siège du commandement est baptisé de son nom. Le général d'armée a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada. Le général d'armée a procédé à l'issue à l'inspection des carrés des cadres et personnels du commandement des forces aériennes alignés au niveau de la place d'armes avant d'annoncer par la suite l'installation officielle du général-major Zoubir Rouila dans les fonctions de commandement des forces aériennes en remplacement du général-major Mohamed Laraba. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني
Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 17 février 2025, j'installe officiellement le général-major Zoubir Rouila dans les fonctions de commandant des forces aériennes en remplacement du général-major Mohamed Laraba. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires en vigueur et des lois de la République, en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Le général d'armée a présidé par la suite la cérémonie de passation du drapeau national et signé le procès-verbal de passation de pouvoir. Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels du commandement des forces aériennes, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation qui a été diffusée par visioconférence à toutes les unités des forces aériennes, dans laquelle il a fait mention des exploits de la diplomatie algérienne qui ont été réalisés à la faveur des orientations judicieuses de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, au double plan régional et international. En cette occasion, je tiens à saluer la dynamique active que notre diplomatie a enregistrée récemment en exécution des orientations judicieuses de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Celle-ci ayant permis à l'Algérie de renforcer sa présence au niveau continental et international à travers un activisme remarquable au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en sa qualité de membre non permanent, mais également à travers l'augmentation de sa représentativité au sein des mécanismes et organismes de l'Union africaine, et ce, en considération de l'importance accordée par notre pays à sa profondeur africaine. آليات وهيئات الاتحاد الإفريقي وذلك من منطلق الأهمية التي توليها الجزائر لعمقها الإفريقي وعلى نفس النهج. Dans cette même optique, la diplomatie militaire a enregistré une forte dynamique, traduite par l'accueil de nombreuses délégations militaires étrangères de haut niveau et des visites effectuées dans plusieurs pays, dans le cadre des efforts de raffermissement des relations de coopération bilatérale et multilatérale avec les armées amies, de nature à renforcer notre appareil de défense et lui permettre de relever les défis sécuritaires qui s'imposent à notre pays à l'aune des changements géopolitiques que connaît notre sous-région. ومتعدد الأطراف مع الجيوش الصديقة بما يمكن من تعزيز أداتنا الدفاعية ويسمح لها برفع التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا وكسب رهاناتها في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقتنا الإقليمية. Au terme de cette rencontre, le général d'armée a souhaité à l'ensemble des personnels du commandement des forces aériennes pleine de réussite dans l'accomplissement de leur noble mission nationale au service de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, et ce, en avant de suivre les interventions et écouter les préoccupations des cadres.
MDN toujours, et cette fois-ci en coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, s'est tenue la 3e édition du séminaire régional sur l'échantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé. La rencontre animée par des experts nationaux, avec notamment la participation de plus de 40 stagiaires africains, se tient jusqu'au 26 février. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le général-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, dit Yasmine Mesroudi dans ce papier. Dans son allocution d'ouverture, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a tenu à remercier l'OIAC pour l'initiative de l'organisation de cette 3e édition, avant de préciser que cet événement s'inscrit dans le cadre du partenariat liant l'Algérie à l'OIAC, qui connaît ces dernières années un développement qualitatif et quantitatif. Notamment à travers l'obtention de l'INCCGN de statut de laboratoire désigné de l'OIAC en juillet 2024 et du prix OIAC La Haye en novembre 2024, confirmant ainsi que l'Algérie continue de développer ses capacités technico-opérationnelles dans le domaine de la protection et l'assistance contre les armes chimiques, notamment à travers l'organisation d'exercices régionaux, à l'instar de l'exercice à composantes multiples Chemex Africa, tenu du 24 septembre au 4 octobre 2023. Par ailleurs, le secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques a souligné que cette 3e édition de ce séminaire régional a comme principal objectif de promouvoir les capacités d'assistance et de protection contre les agents chimiques de guerre et le savoir-faire des spécialistes des États parties à la CIAC en leur qualité de premiers intervenants et responsables des opérations d'échantillonnage et d'analyse dans un environnement hautement contaminé en cas d'attaque ou d'incident chimique, et ce, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Les travaux de ce séminaire, qui visent à renforcer les connaissances et les compétences des spécialistes des États parties d'Afrique et à promouvoir la coopération sud-sud dans le domaine des urgences chimiques, seront articulés autour de 5 modules, à savoir l'échantillonnage, les moyens de protection individuelle, la décontamination et l'analyse des agents chimiques dangereux, ainsi que le volet médical afférent aux premiers soins en cas d'attaque chimique. En outre, des sessions pratiques seront exécutées au niveau de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale de Bouchaoui, où une visite guidée sera organisée au niveau du nouveau laboratoire désigné de l'OIAC au profit du représentant de l'OIAC et de l'ensemble des participants à ce séminaire. Et nous le disions au tout début de ce journal, il y a eu réunion du Conseil des ministres ce dimanche sous la présidence du président de la République. Pour avoir plus de détails sur l'ordre du jour, nous avons avec nous en direct depuis le siège de la présidence notre envoyé sur place, Yasmine Mesroudi. Yasmine, bonsoir. Yasmine, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur l'ordre du jour ? On reviendra plus tard à Yasmine Mesroudi. On essaiera d'ailleurs de régler ce problème de sang. Alors, nous l'annoncions en titre, le comité de la Fondation tunisienne Temimi pour la recherche scientifique et l'information a rendu hommage à une figure marquante de la guerre de libération et une voix précieuse de la scène politique nationale, Ahmed Taleb Ibrahimi. La cérémonie s'est tenue en présence d'un grand nombre d'intellectuels, d'académiciens, de journalistes algériens et tunisiens. L'occasion de retracer le parcours de l'ancien ministre des Affaires étrangères à travers ses nouvelles publications et ses mémoires. Il s'agit aussi d'une opportunité pour souligner l'indestructible fraternité algéro-tunisienne en hommage au sang des martyrs et à la lutte commune pour l'indépendance, le développement et le partenariat dans tous les domaines et en reconnaissance des grandes figures des deux pays frères. Ce 23 février coïncide avec la rentrée de la formation professionnelle pour la 2e session 2025. Le coup d'envoi a été donné depuis Blida par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Une rentrée qui assure une offre globale de plus de 300 000 nouvelles places pédagogiques, tous modes et dispositifs de formation confondus. Yassine El Mehdi Walid a écouté un exposé détaillé sur le secteur qui lui a été présenté à l'occasion. Il a également supervisé un cours modèle sur l'entrepreneuriat suivi par visioconférence par les stagiaires de tous les centres de formation du pays. Dans une déclaration suite au lancement de cette nouvelle rentrée professionnelle, le ministre a souligné que les inscriptions pour cette saison
se sont déroulées pour la première fois avec zéro papier grâce à la plateforme numérique takwin.dz qui a permis l'inscription à distance de plus de 250 000 jeunes. À noter que le secteur compte plus de 1200 établissements de formation répartis sur différentes wilayas du pays, dont des instituts nationaux spécialisés et des centres de formation professionnelle. Dans un point de presse animé en marge du coup d'envoi de la rentrée de la formation professionnelle, session février 2025 à partir de Blida, le ministre a souligné que le secteur de la formation professionnelle, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, s'est attelé au titre de cette session à améliorer l'alignement des offres de formation avec les besoins du marché du travail. Nous avons permis à plus de 251 000 jeunes Algériens de s'inscrire et de choisir leur spécialité facilement et en toute transparence par le biais de la plateforme de la formation professionnelle. Cette session se distingue également par l'amélioration des offres de formation que nous avons tracées en collaboration avec le ministère du Travail. Plusieurs nouvelles spécialités ont été introduites, relatives notamment à la maintenance dans les domaines de l'aéronautique ainsi que la gestion aéroportuaire. Et on revient à notre envoyé au siège de la présidence pour avoir plus de détails sur le Conseil des ministres tenu ce dimanche sous la présidence du président de la République. Yasmine Moussaoudi, bonsoir. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette réunion ? Bonsoir Sarah. Plusieurs dossiers importants étaient à l'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, qui a d'abord souligné l'importance stratégique des ports pour l'économie nationale et la souveraineté du pays. Dans ce cadre, il a donné des instructions pour l'adoption de nouveaux moyens de contrôle afin de protéger ces infrastructures vitales et leur redonner un rôle clé dans le développement économique du pays. Concernant l'évolution de la consommation intérieure de gaz et de produits pétroliers, le président de la République a chargé le gouvernement d'élaborer une vision globale et intégrée à court, moyen et long terme. Cette approche, basée sur une étude rigoureuse, vise à préserver le pouvoir d'achat des citoyens en matière de consommation énergétique, tout en favorisant les investissements dans le secteur et en luttant contre toute forme de gaspillage. Par ailleurs, le président de la République a ordonné au ministre de l'Industrie d'accélérer la remise en service de l'usine de production de ciment d'Adrar, récupérée dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption. Cette réouverture devra impérativement avoir lieu avant la fin du mois de mars 2025 afin de soutenir la production nationale et créer des postes d'emploi dans la région. Dans le même sillage, il a également instruit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en service de l'usine d'huile de table Koutama à Jidjel d'ici la fin du mois de mai prochain. Enfin, le président de la République a donné son accord de principe pour la revalorisation de la bourse des étudiants en attendant un examen approfondi de la question lors du prochain Conseil des ministres. Yasmine Moussaoudi, merci pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le siège de la présidence de la République. Dans l'actualité également, parmi les spécialités les plus demandées en cursus de formation professionnelle, l'informatique, un domaine devenu un enjeu stratégique pour le développement économique. Néanmoins, il demeure exposé à de véritables menaces cybernétiques. C'est pourquoi l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle propose des programmes spécialisés en cybersécurité, développement web et téléphonie actuellement très en vogue. C'est ce que nous dit Mariam Damis dans ce reportage. L'Institut national spécialisé de formation professionnelle se distingue par la diversité et la qualité de ses formations, particulièrement dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. Doté d'infrastructures modernes et de formations adaptées aux évolutions du secteur, il prépare des professionnels qualifiés prêts à relever les défis du numérique. Donc les offres de formation se concentrent sur la branche professionnelle INT, donc informatique, numérique, télécommunication. Alors, de la nomenclature nationale des branches professionnelles et des spécialités. Nous avons 10 ateliers. Alors, il y a des ateliers dédiés et spécialisés dans les spécialités, par exemple, développeur web et web mobile, développeur d'applications multiplateformes, administration cloud computing et virtualisation, et aussi la cybersécurité. Et nous avons une académie Cisco.
Dans leur cursus, les apprenants acquièrent des compétences techniques approfondies, alliant théorie et pratique, afin de répondre aux défis d'un secteur en constante évolution. J'ai choisi ce domaine pour plusieurs facteurs, notamment en raison du nombre croissant d'entreprises en ligne et de la multitude de sites internet, car tout est désormais numérique et notre mission est de protéger les données des attaques cybernétiques. Le Centre de développement de l'entrepreneuriat au sein de l'Institut offre une formation complète et un accompagnement personnalisé pour aider les étudiants à concrétiser leurs projets. La mise en place de ce centre, du CDE, permet d'adopter une gestion axée sur la performance et le suivi individualisé des porteurs de projets. Le dispositif repose sur un modèle de mentorat et d'accompagnement structuré qui garantit un transfert de compétences efficaces. Les jeunes porteurs d'idées peuvent s'inscrire dans une plateforme qui est fp.cde.dz. Et après enregistrement, nous, on fait une étude de leur dossier et on fait un entretien personnalisé où le porteur d'idées doit déjà être un technicien supérieur dans la formation professionnelle. En offrant à ces étudiants des compétences techniques et un accompagnement entrepreneurial, l'INSFP joue ainsi un rôle essentiel dans la formation de professionnels prêts à intégrer le monde du travail. À l'étranger, en France, le salon de l'agriculture se tient sur fond de crise. Après plus d'un an, des manifestations historiques des agriculteurs qui avaient paralysé le pays. Ces 8 jours de salon permettront justement de prendre le pouls d'un secteur qui reste toujours perturbé, notamment par le désarroi des agriculteurs, accablés par le poids des charges économiques et bureaucratiques, nous dit Yamina Saïdji. Regardez. Le secteur agricole en France reste otage des fluctuations politiques, sans sort suspendu aux remaniements ministériels successifs et aux ambitions et intérêts de l'extrême droite. Les agriculteurs sont tiraillés, voire instrumentalisés par différentes parties, sans que personne ne leur apporte de véritables solutions. On est toujours en crise parce qu'on a eu un certain nombre de difficultés à concrétiser ce qui nous avait été promis. Je pense à la dissolution, je pense à la motion de censure. Et donc tout ça a pris beaucoup de retard pour arriver dans les cours de ferme et donc il y a encore beaucoup de tensions chez les agriculteurs. C'est dans ce climat tendu que se tient le Salon de l'agriculture de Paris. L'événement affiche une vitrine éclatante, tentant d'occulter le grand désarroi des agriculteurs. Accablés par le poids des charges économiques et bureaucratiques, à ce jour, la voix des paysans reste étouffée, révélant un mépris criant pour leur concrétisation. On ne fait rien pour les agriculteurs. Les seules choses qu'on peut faire, c'est mettre des moyens en face des agriculteurs. Mais vous avez vu les sommes dépensées pour encercler le salon d'agriculture. On aurait sauvé combien d'agriculteurs? Moi, j'ai honte pour le pays. Vous voyez, parfois, je me dis, mais ceux qui nourrissent la France ne sont plus considérés. Nous, malheureusement, on peut se battre, on peut renverser tout le salon, mais ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Mais qu'on nous laisse travailler, c'est tout ce qu'on demande. On saisit les occasions de rappeler les fondamentaux au président de la République. Il se doit d'écouter les terriens que nous sommes et il se doit maintenant d'acter véritablement des choses. Parce que s'il ne le fait pas maintenant, on ne le croira plus jamais, jamais. Et les agriculteurs, quels qu'ils soient, ne le croiront plus. Mais les agriculteurs sont plus déterminés que jamais à se faire entendre coûte que coûte et ne comptent pas s'arrêter avant d'obtenir des réponses et des solutions concrètes, sans aucun compromis. Maroc, avec la fronde sociale qui ne faiblit pas, les citoyens marocains supportent de moins en moins la politique de normalisation avec l'entité sioniste. Ces derniers jours, les rues de plusieurs villes du pays n'ont pas désempli, notamment avec l'annonce de la visite d'une ministre de l'entité sioniste au Maroc. Le point avec Sabrina Keshrout. Des manifestations citoyennes massives ont lieu depuis plusieurs jours dans de nombreuses villes du Maroc autour de la visite de la ministre sioniste des Transports, devant assister à une conférence internationale à Marrakech. Ces protestations de plus en plus étendues traduisent une fracture ayant largement atteint son point de non-retour entre le régime de Rabat et ses sujets. La revendication principale légitime des Marocains, le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste, avec ses conséquences quotidiennes graves. Nous ne voulons pas de ces visites et rejetons la normalisation avec l'entité sioniste. Nous appelons à renoncer à la normalisation avec l'entité sioniste et même à sa criminalisation.
Alors que l'opinion publique internationale attend que cette ministre soit jugée pour complicité de génocide, purification ethnique et déportation de la population de Gaza et de la Cisjordanie, notre pays lui déroule le tapis rouge. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour montrer notre solidarité avec le peuple palestinien et dénoncer la politique de déportation et de famine organisée dans la bande de Gaza. Solidarité donc avec leurs frères et sœurs palestiniens quand les Marocains eux-mêmes subissent la spoliation de leurs terres par le Merzen. Partout dans le pays, les mêmes scènes de démolition d'habitations se poursuivent et se répètent chaque jour, prenant au dépourvu sans préavis les habitants des quartiers et villes ciblées. Une situation qui résume la faillite politique, économique et sociale dans laquelle se débat le régime du Merzen qui semble perdre la tête et ne plus savoir sur quel pied danser. Et justement, dans ce même sillage, les rues de Casablanca a été ce dimanche le théâtre d'une imposante marche organisée par la Confédération démocratique du travail. Cette nouvelle escalade dans la contestation sociale est due à la flambée des prix, le chômage et les restrictions des libertés syndicales. Des milliers de travailleurs venus de plusieurs villes du pays ont exprimé leur exaspération face à des politiques économiques jugées désastreuses qui ne cessent d'écraser les classes moyennes et défavorisées. Actualité internationale toujours au Proche-Orient. L'accord de cessez-le-feu se fragilise davantage avec les violations à répétition du côté de l'entité sioniste qui a reporté hier encore la libération du 7e groupe de prisonniers palestiniens. Une libération prévue dans le cadre de cet accord conclu le 19 janvier dernier et ce à une date indéterminée. Les forces d'occupation devaient libérer 620 prisonniers palestiniens en échange de dépouilles et de 6 prisonniers sionistes déjà libérés par le mouvement Hamas. Sabrina Keshout. Ils sont 620, les prisonniers palestiniens qui devaient être libérés hier et dont les forces d'occupation ont décidé de priver leurs familles. En reportant leur libération à une date indéterminée, l'entité scélérate viole pour près de 350 fois les termes de l'accord de cessez-le-feu du 19 janvier dernier. Les familles de prisonniers, déjà éprouvées par les affres de l'occupation et la guerre, auront attendu en vain et restent dans l'attente et l'incertitude. Il n'y a pas pire chose que d'attendre dans l'incertitude. Nous espérons de la libération de tous les détenus. Cela fait des années que j'attends ce moment pour voir enfin mon père libéré. Cette 7e vague de retour de prisonniers en Palestine, dont certains avaient été condamnés à perpétuité, était prévue en échange de 6 prisonniers sionistes. Cette énième violation flagrante de l'accord, prévient le Hamas, fait peser sur l'entité sioniste la menace de la reprise légitime de la lutte contre l'occupation. Ils jouent sur nos nerfs, mais Dieu merci, nous resterons debout. À Gaza, les déplacés pensent encore des plaies qui mettront du temps à se refermer, mais leur esprit de résistance reste vif. Tant que l'occupation sioniste continue, nous continuerons la résistance. Le peuple palestinien restera debout et luttera encore et encore pour libérer sa patrie. Nous lutterons jusqu'à la victoire. Une victoire que les Palestiniens payent de leur sang. Même après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, le bilan des victimes palestiniennes, qui dépasse désormais la barre des 48 000 martyrs, continue de s'alourdir. Fin de journal en beauté. Nous célébrons ce dimanche la journée nationale de la Casbah, cette vieille médina qui nous fascine avec son architecture d'époque et ses ruelles sinueuses qui racontent 1001 histoires. Cette journée placée sous le thème la Casbah, berceau des civilisations et carrefour des arts, est l'occasion de promouvoir ce patrimoine et repenser sa préservation. Allons-y pour une visite guidée au cœur de ce quartier emblématique d'Alger, signé Linda Boutboul et ce reportage. La Casbah est plus qu'un simple quartier historique. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle incarne l'âme de la capitale. Témoin d'un passé très riche et d'une culture vibrante. Mais au-delà de son histoire, la Casbah est une véritable invitation au voyage. Flâner dans ses ruelles étroites, profiter d'une vue imprenable sur la baie d'Alger, admirer son architecture authentique ou encore savourer un plat traditionnel dans l'un de ses restaurants emblématiques. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vivre et vous faire vivre l'ambiance dans cet endroit atypique où chaque pierre raconte
une histoire. J'habite juste à côté de la Casbah, donc ce qui fait que j'ai eu l'occasion de venir assez souvent, de visiter les ruelles, de profiter de la vue et surtout des restaurants emblématiques qui sont à la Casbah. Donc voilà, par rapport à l'ambiance, je trouve que c'est une ambiance assez atypique. Ça nous rappelle un petit peu notre histoire. C'est une merveille. Nous sommes venus de Londres pour visiter notre pays et déguster la cuisine de la Casbah. C'est ici qu'on trouve la meilleure. On voit de toutes les nationalités. Avant, il y avait beaucoup plus une présence européenne et notamment française. Mais maintenant, on voit de toutes les nationalités qui visitent Alger, qui, à travers l'histoire de la Casbah. Et n'oublie pas que, comme elle est classée par l'UNESCO, donc les gens s'intéressent beaucoup à notre chère Casbah aussi. Et l'année dernière, elle a été classée par un site américain, la deuxième meilleure destination du monde. Et alhamdoulilah, maintenant, on voit chaque jour des touristes. À la Casbah, le temps semble suspendu entre passé et présent. Entre les rires des enfants qui résonnent dans les ruelles, les familles réunies autour d'un plat traditionnel et les visiteurs émerveillés par tant d'authenticité. Ce lieu continue de vibrer au rythme de ceux qui le font vivre. Un patrimoine, oui, mais surtout une âme qui se transmet de génération en génération et qui fait de la Casbah bien plus qu'un simple décor, une véritable histoire en mouvement. Une véritable histoire et un patrimoine à préserver. Avec ce reportage signé Boutboul, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous donne rendez-vous demain à 19h.